Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, we're good. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Go ahead, goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 496 du podcast Touchdown Actu. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. À mes côtés, Raphaël Masmejean est là. Bonjour Raphaël. Salut Alain. Comment ça va? Eh ben bien, et toi? Bah écoute, le soleil revient, 18 degrés cet après-midi, ensoleillé. Je me demande si j'ai pas la crème en vrai parce que j'ai quand même été en sweat à capuche malgré ce temps et j'ai mal à la gorge. Mais bon. Bah écoute, sinon ça va très bien. 493, j'étais en train d'essayer de calculer dans ma tête. Ils vont faire, là après on laisse la main. Il va y avoir un débrief draft ou deux. On va arriver le 500, ça va presque être la rentrée en fait, quoi. La rentrée de l'année prochaine. Ça pourrait être pas mal. À la limite, on se fait une petite rentrée festive. Ou alors, on se fait un épisode spécial en pleine intersaison avec des souvenirs, spécial 500e ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Il faudrait faire une sorte de travail de recherche, tu sais, d'archivage. D'archives, ouais. Où on réécoute tous les podcasts et on fait une sorte de best-of de toutes nos meilleures takes qui n'ont pas eu lieu. Ah, il y a du taf là. Ouais. Je sais pas sur combien on pourrait remonter, tu vois, faire une sorte de best-of, un truc comme ça. Bon, bref. Si vous avez des trucs qui vous ont marqué, n'hésitez pas à nous en faire part sur les réseaux sociaux, notamment, des trucs qui vous ont marqué, qu'on avait prédit. Et espérons qu'il y a peut-être un fétichiste de nos voix qui a fait des Exactement. copies. Exactement. Si vous avez enregistré tous les podcasts sur votre disque dur et que vous les réécoutez régulièrement en attendant les nouveaux épisodes, faites-nous part de vos observations. Si vous avez fait des transcripts, évidemment, envoyez-nous les transcripts. On fera des contrôles F pour faire des recherches dedans. La Free Agency a bien ralenti. Elle a même beaucoup ralenti. Ça fait un mois pile, grosso modo, que c'est ouvert. On enregistre le 11 avril. On continue notre point d'intersaison. Qui a gagné? C'était dans la dernière émission. Qui a perdu? On en parle dans les minutes qui suivent. N'oubliez pas évidemment que les pastilles draft sont toujours mises en ligne tous les jours avec la team draft et puis il y a les mock draft. Il y a tout ça qui va arriver là dans les semaines à venir. On va vraiment leur laisser totalement la place. Mais avant ça, petit jingle parce que oui, il se passe des choses en free agency. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Aaron Rodgers est-il en train de se moucher dans des liasses de billets? C'est la question qui nous hante depuis quelques jours parce que l'intersaison a été douce amère, comme on dit, pour le quarterback des Packers. 4 ans et 200 millions de dollars pour lui. Nouveau contrat, c'est plutôt pas mal. 150 millions et des poussières de garantie. Mais quelques jours plus tard, Davante Adams s'est envoyé à Las Vegas. Raphaël, est-ce que Aaron Rodgers est content ou pas? Ou est-ce qu'il va encore bouder? C'est souvent la question qui se pose avec les Packers. C'est vrai que c'est un peu souvent la question qui se pose ces dernières saisons. J'ai envie de croire qu'il va être plus ou moins content parce que de ce qui se murmure, il était quand même au courant du possible départ de Davante Adams et ça ne l'a pas empêché de re-signer. Donc, j'ai envie de croire que ça ne l'inquiète pas outre mesure et que ça ne l'angoisse pas plus que ça. Donc, à quelque part, c'est qu'il va où il pense pouvoir vivre avec. Bon, après, ça l'empêchera peut-être pas suivant ce que les Packers font à la draft, de regretter ou non et de bouder. S'ils reprennent à nouveau un quarterback, potentiellement, il aura de quoi bouder. C'était un piège en fait du GM Brian Gutekunst depuis le début, tu sais. On apaise les relations, on lui fait signer un gros contrat et derrière, on va le faire souffrir. En tout cas, c'est vrai que c'est une drôle d'intersaison. Est-il revenu uniquement pour l'argent? Je n'ose y croire. En tout cas, visiblement, Davante Adams, oui, il va lui manquer. C'est pour ça que c'est notre premier perdant de l'intersaison, cette équipe de Green Bay. Parce que si tu regardes maintenant les receveurs, quand même, Randall Cobb, Allen Lazard, Juwan Winfrey, Rico Gafford, Robert Tonyan, Mercedes Lewis. Il n'y a plus grand monde quand même pour Aaron Rodgers. Non, il y a plus grand monde. On a souvent eu tendance à dire que les très grands quarterbacks faisaient les receveurs, etc. Je pense qu'il y a tout de même une limite à ça et oui, c'est ça, tout simplement une limite à ça. On voit que dans la NFL actuelle, toujours plus tourné vers la passe avec des cornerbacks, plusieurs bons cornerbacks dans beaucoup d'équipes de haut niveau
quand on compare avec les deux derniers prétendants, enfin les deux derniers finalistes du Super Bowl, les Bengals qui ont un effectif, un trio de receveurs de qualité, les Rams qui sont allés avec Kupp et Beckham, tu as l'impression qu'à l'heure actuelle en NFL, tu ne peux pas vraiment te présenter au Super Bowl avec pas de receveur élite. Et là, actuellement, il n'y a pas de receveur niveau élite. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait un vrai numéro 1 du côté de Green Bay à l'heure actuelle. Cup, Beckham et Woods, hein, même pour les Rams Oui, à l'époque, parce que Beckham est signé quand Woods est encore en bonne santé, je crois. La blessure, c'était juste après. Donc, ils veulent des arsenaux comme ça. Mais oui, là, il n'y a pas de receveur numéro 1. Randall Cobb, le nom parle encore, mais en vrai, c'est un joueur en fin de carrière hein, quand même maintenant pour lui. Ils perdent aussi Billy Turner sur la ligne, mine de rien. Ils perdent Zadarius Smith en défense. Alors, c'est saison blanche l'an dernier, mais c'est quand même 26 sacs sur les 2 années d'avant. Les Packers ont quand même l'air bien moins forts au sortir de cette free agency. Oui, effectivement, ils ont l'air moins forts parce qu'ils perdent, comment dire, leur meilleur receveur, ils perdent 2 joueurs sur la ligne offensive, ils perdent, tu l'as dit, Zadarius Smith. Donc sur le papier, en attendant la draft, en tout cas, clairement, ils ne se renforcent pas et c'est d'autant plus dommage dans une conférence, on ne cesse de le dire, NFC qui semble manquer de gros prétendants et les Packers sont une équipe qui enchaîne les saisons à plus de 13 victoires. Donc on avait presque le sentiment que c'était l'intersaison ou jamais pour mettre un petit coup de boost supplémentaire pour vraiment essayer de tuer la concurrence. Et quand tu regardes ce que font leurs principaux rivaux a priori de conférence, c'est-à-dire les Buccaneers et les Rams, bah, c'est sûr qu'ils paraissent un peu en retard là-dessus, Green Bay. Et c'est là qu'on voit en fait la différence de philosophie. Parce que quand ils re-signent Rodgers au prix fort, tu te dis, bon, ils vont peut-être enfin faire ce qu'ont fait les Saints et d'autres. C'est-à-dire, on se saigne, on met le salary cap sur les années d'après, on joue le titre maintenant. On a une superstar quadruple MVP maintenant, Rodgers, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Donc voilà, on va se saigner, etc. Et en fait, non. Business as usual à Green Bay. Ouais. On signe un ou deux mecs par-ci, par-là. On va dire qu'on va regarder la draft, etc. Mais comme tu l'as dit, en fait, pour moi, leur espoir maintenant, c'est de faire un coup à la Minnesota, qu'ils connaissent bien d'ailleurs, quand Minnesota avait lâché Diggs et redrafté Justin Jefferson juste derrière. Quoi. C'est ça, ouais, c'est exactement ça. C'est espérer récupérer un rookie qui a tout de suite un impact vraiment important sur le terrain. C'est pas impossible, hein. On voit des équipes NFL qui arrivent. Hein. Je veux dire, Chase cette année, Jefferson l'année d'avant, ça arrive. Donc, on va pas tout de suite dire que le choix est absolument catastrophique et que Green Bay va plonger. Mais en attendant, ça paraît toujours une sorte d'immobilisme et d'attentisme un peu côté Green Bay qui est toujours un peu étonnant, contrairement à d'autres équipes en NFL qui n'hésitent pas à essayer de trouver des combines, on va dire ça comme ça, des combines pour aider leur quarterback vétéran. Mais je rappelle évidemment, hein, c'est un point d'étape qu'on fait. On ne dit pas c'est les grands perdants de l'intersaison parce qu'il reste la draft et que nos spécialistes draft vous diront peut-être qu'ils auront trouvé un super receveur ou 2 ou 3, j'en sais rien. Mais en tout cas, de la free agency, de ce qu'on appelle le mercato maintenant avec les échanges, puisque Davante Adams, en plus, il part dans un échange. Là, en effet, ils ont l'air d'en sortir quand même plutôt affaibli. Et comme tu dis, un cran en dessous maintenant très net des Rams et des Buccaneers qui vont jouer sur une continuité quand même assez sévère. Donc voilà, en attendant la draft, en attendant un éventuel miracle, un receveur qui sort du lot, etc., ça semble mal engagé. Après, je rappellerai évidemment aux supporters des Packers qui nous le rappelleront peut-être eux-mêmes. Et comme on dit chez moi, hein, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Donc, on va attendre la draft pour faire le bilan complet de l'intersaison. Mais au niveau de la free agency, c'est perdant pour Green Bay. Deuxième perdant, une autre équipe qui a perdu un grand receveur, ce sont les Chiefs. Eux aussi, d'ailleurs, est-ce qu'ils sont un peu dans le même espoir? C'est-à-dire à dire, bon, bah, Tyreek Hill est parti. On a, alors eux, ils ont Travis Kelce quand même au poste de tight end, ce qui est quand même un petit bémol, voilà, très très grosse différence. Mais Juju Smith-Schuster, Mecole Hardman, Marquez Valdes-Scantling, Josh Gordon, ils ont que des numéros 2. Ouais, c'est ça. Disons que quand Smith-Schuster est signé, il est encore là et on se dit, ah, c'est bien, Kansas City se renforce enfin avec un numéro 2 et super, ça leur fait une sorte de trio de cibles. Bon, quelques jours après, c'est Tyreek Hill qui, à mon sens, est plus ou moins irremplaçable de par ce qu'il a apporté et son style de jeu. Des receveurs capables de convertir autant de yards après réception, il n'y en a pas beaucoup. Des joueurs qui ont ce jeu de jambes pour esquiver, pour changer de direction. C'est pareil. En tout cas, ceux qui ont été signés par
par les Chiefs. Schuster et Valdez-Scantling ne sont pas du tout dans ce style-là, en tout cas. Ça ne répond pas à ce changement. Donc après, à voir comment… le petit gain d'optimisme, pour moi, c'est que ça reste dans un système Andy Reid et je fais confiance au système Andy Reid, Eric Bieniemy pour… Alors, pas compenser la perte de Hill, mais en tout cas, essayer de garder un niveau offensif suffisamment correct pour qu'il n'y ait pas une chute drastique, on va dire, de niveau dans le jeu aérien. Mais malgré tout, sur le papier, offensivement, ça ne va pas être la même chose. Il va falloir se réadapter à ça. Et forcément, ça paraît un peu perdant par rapport au reste de la division qui, pour le coup, là, c'est à charger les armes de guerre dans tous les sens. Donc, forcément, Kansas City… Par opposition, en plus, ils perdent en défense Tyrann Mathieu, qui était le leader, l'âme défensive de l'équipe. Quand tu fais la perte de Hill, qui était le gadget, le faux follet offensif, et Tyrann Mathieu, le leader défensif, tu as l'impression qu'effectivement, sur le papier, ça peut être un peu plus compliqué que prévu. Après, je ne sais pas si j'ai un surplus d'optimisme ou pas, mais d'un autre côté, ils récupèrent un peu de matériaux financiers pour reconstruire l'équipe. Le safety Reid est peut-être moins fort que Tyrann Mathieu, mais probablement un peu moins cher aussi et plus jeune. Bon, à voir. Il y a en fait, il y a du rassurant et du moins rassurant. Je vais revenir sur Hill. Tu le dis bien, il y a une tolérance tout le temps parce que c'est Andy Reid et Patrick Mahomes. Donc, tu ne peux pas non plus tout de suite dire l'attaque va s'écrouler, c'est un drame. Un peu la même chose qu'avec Aaron Rodgers, même si Aaron Rodgers, il y a quand même encore une fois moins de matos. Mais bon, tu as cette tolérance-là. Il y a ce truc quand même que Hill, il est en fait antérieur à Mahomes à Kansas City. Il était là aussi pour faire briller Alex Smith et c'est aussi ce qui faisait que ça tournait pour Andy Reid parce que même quand c'était Alex Smith, il y avait un Tyreek Hill qui était productif. Il arrive en 2016, Tyreek Hill, donc il fait 2 saisons avec Alex Smith, 61 réceptions la première, 75 la deuxième, donc il est déjà à 1183 yards avec Alex Smith sur sa deuxième année. Mais si on regarde encore plus loin, là on en arrive en effet à la tolérance pour Andy Reid et pour Alex Smith. Est-ce que tu te rappelles qui était le leader chez les receveurs des Chiefs en 2015 ? Andy Reid était là, mais pas donc Tyreek Hill. J'allais dire un autre nom, mais je pense que ça remonte à avant. Je ne sais pas pourquoi j'avais le nom de Dwayne Bowe, mais ça doit remonter Dwayne encore Bowe, avant. ça doit être un poil avant. C'est un poil avant. En 2015, en fait, le receveur leader chez Kansas City, c'est Jeremy McLean, ancien Eagles qu'il avait fait revenir du coup. Qui avait eu beaucoup de problèmes de blessures de mémoire. Énormément blessé. Et ça doit être une de ces saisons où il est le plus en bonne santé parce qu'il joue 15 matchs, 87 réceptions pour 1088 yards et 8 touchdowns. Donc, ils s'en étaient sortis. Ils avaient déjà Travis Kelce qui prend 72 ballons et derrière Albert Wilson, Jamal Charles, etc. En fait, là, pour moi, sur les Chiefs, on est typiquement… Alors déjà, ce qui est à peu près rassurant malgré tout un peu, c'est qu'on est quand même… Ça montre que le salary cap en NFL existe encore un peu parce que malgré tout, s'ils se débarrassent de Hill et de son très gros contrat, c'est parce que les Chiefs se sont aussi rendus compte qu'ils doivent signer Orlando Brown, leur left tackle, que Mahomes et Kelce ont déjà des salaires très importants, qu'il y a Chris Jones qui a un salaire très important. Et donc, c'est aussi la preuve que malgré tout, tu ne peux pas éternellement avoir que des stars très, très cher payées et qu'il faut aussi être capable de jouer avec. Donc, il y a toujours un peu de salary cap en NFL, c'est à peu près bien. Et je pense, l'avenir nous le dira, mais je pense que là, on est typiquement dans le genre de cas où c'était un choix presque obligé. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais c'était presque obligé pour peut-être avoir plus de stabilité sur les 2-3 années à venir avec des receveurs un peu moins chers. Je pense que dans l'immédiat, l'an prochain, ils sont perdants parce qu'ils seront moins forts sans Hill. Mais par contre, si tu dis que Mahomes, t'en as encore 5-6 ans, peut-être qu'à 2-3 ans, les Chiefs seront un peu plus stables et un peu plus de matos, et je pense en défense en fait. Je pense que Hill, c'est un sacrifice pour renforcer la défense aussi. Alors moi en fait, mon problème il est là, c'est que pour l'instant, c'est pas visible. C'est aussi pour ça qu'ils sont dans les perdants, c'est qu'ils ont sacrifié Hill, mais ils n'ont pas renforcé vraiment significativement la défense sur cette free agency. Non, ils n'ont pas renforcé sur la free agency. Donc pareil, on est souvent plus gentil, j'ai envie de dire, avec les très forts et les très riches en leur laissant le bénéfice du doute. Donc, je vais laisser le bénéfice du doute à leur GM en me disant que ce qu'il a récupéré au niveau de la draft, c'est pour l'investir en défense avec des jeunes joueurs de talent. Et ça peut, pareil, je vais dire, alors je sais pas, moi, je vois passer la draft. Si jamais les mecs, ils arrivent à drafter un joueur qui se rapproche d'un Micah Parsons, t'imagines, c'est tout de suite un impact. Et voilà, tu récupères, tu remontes. Pour le moment, et c'est pour ça qu'on les met perdants pour le moment, c'est que ce n'est pas le cas. L'effectif est plus faible. Mais je trouve que par rapport à d'autres équipes, ils ont récupéré un peu de ressources pour essayer de repartir.
Oui, c'est sûr qu'il a quand même beaucoup rapporté. Il a rapporté un choix du premier tour en 2022, un choix du second tour en 2022, un quatrième tour en 2022, Ouais. quatrième tour en 2023 et sixième tour en 2023. Donc 5 choix de draft pour un receveur. Bon, comme tu dis, il y a de quoi regarnir la défense si tu draftes bien. Si les choix sont faits. Donc voilà, comme Green Bay qui a récupéré aussi un des choix de draft pour Davante Adams. Ces deux équipes-là sont dans les perdants immédiats parce qu'ils ont pris un coup direct. Après, en plus, là où je te rejoins, où Kansas City est moins perdant, entre guillemets, c'est qu'ils ont plus le temps avec Mahomes d'amortir Oui. en fait cette perte-là. C'est ça. C'est là où c'est moins compréhensible sur Green Bay qui fasse moins all-in. D'accord. C'est que Rodgers, il a 38 ans. Oui, il faut y aller maintenant, quoi. Donc voilà, donc c'est vraiment le. Alors que comme tu dis, bon, ils peuvent l'encaisser sur 2-3 années à venir. Mahomes, il aura 27-28 ans. C'est pas très, très grave. Le troisième, alors il est peut-être un peu plus surprise parce qu'il est moins dans les gros. On n'est pas allé chercher forcément dans les gros. Le troisième perdant, ce sont les Patriots. On reste dans la conférence AFC. L'objectif des Patriots, parce que c'est souvent ça qu'on voit dans les gagnants et perdants, c'était de bien entourer Mac Jones. Ils ont été compétitifs l'an dernier. Maintenant, il faut l'entourer. D'autant que les Dolphins et les Bills étaient dans les grands vainqueurs de la Free Agency, dont on a parlé aussi. Qu'est-ce qu'ont fait les Patriots? Ils ont laissé J.C. Jackson partir aux Chargers. Ils ont envoyé Shaq Thompson aux Buccaneers comme cadeau de retour de retraite à Tom Brady. Et leur grosse opération, c'est de faire venir Devontae Parker. Ce qui est en soi un choix qui va dans le sens d'entourer Mac Jones. On ne peut pas leur reprocher. Mais est-ce que Devontae Parker, c'est suffisant pour faire une bonne intersaison ou une bonne Free Agency? Bah, je crois pas. Je crois pas que ce soit suffisant. Comme tu dis, c'est un receveur qui a quand même jamais vraiment explosé peut-être au niveau attendu. Alors, toujours pareil, on se posera la question du coaching staff, du schéma de jeu, des quarterbacks. Maintenant, je n'ai pas dans le sentiment non plus que Devontae Parker, en arrivant à New England, il arrive dans un écosystème qui paraît tout de suite beaucoup plus favorable. Pour le moment, il n'y a pas de enfin, New England vient de perdre son coordinateur offensif. On a un quarterback qui était rookie, donc qui entre en deuxième année. On sait que c'est jamais l'année la plus facile pour un quarterback. Bon, voilà, j'ai pas l'impression que non plus Devontae Parker se tombe par exemple chez les Chiefs où tu dis bah ok là il va pouvoir exploser parce qu'il y a un système qui s'est mis en place. Voilà, donc ouais, je suis un peu dubitatif, on va dire. En fait, moi, j'adore Devontae Parker, le joueur. Je trouve que c'est un joueur spectaculaire. En plus, une fois, il m'a fait gagner en fantasy. Donc, vraiment, on a un lien incroyable. Mais en vrai, il est arrivé en NFL en 2015. Il n'a qu'une seule saison à plus de milliards. Et je pense que, sans tout résumer aux stats, évidemment, mais comme tu le dis, c'est un joueur qui a des éclairs. Il peut sortir des matchs incroyables. Mais même en effet, au bout d'un moment, oui, il y a le schéma, il y a ceci, il y a cela. Mais si tu regardes, je ne sais pas comment un Brandon Cooks arrive à te sortir des saisons à plus de milliards tous les ans alors qu'il joue avec Houston, avec machin ou truc, au bout d'un moment, ça se voit quand même, quoi. Contexte ou pas, il y a des receveurs qui arrivent à produire. Donc, au final, il n'a qu'une seule saison à plus de milliards. Et comme tu dis, en plus, Josh McDaniels est parti. Je ne sais pas si cette attaque, elle va vraiment être meilleure. Tu vois, sur le papier, pour l'instant, elle n'est pas meilleure, d'autant que tu perds Shaq Mason. Trent Brown revient, mais Trent Brown, il a été très bon avec New England, il a été très bon une année avec les Raiders. Et puis, c'est un peu à la motivation, Trent Brown. Ouais. On l'a vu d'ailleurs dans le complètement, petit-déj ce matin, il a des primes de poids dans tous les sens sur son contrat. Je ne sais pas si tu as vu ça. Non, j'ai pas eu le temps. Il a des intermédiaires, il a des primes de poids, il doit arriver à moins de 385 livres. Alors, je crois que c'était 175 kilos pour le premier jour des entraînements d'intersaison, 175 livres le 16 juin, 165 livres le 16 juillet. Ensuite, il a une prime par semaine, je crois que c'est $25 000 s'il reste en dessous de 165 kilos à chaque check de la semaine. Pendant les saisons 2022 et 2023, il y a quasiment $700 000 de bonus qui sont liés à son poids sur son contrat. Je pense que ça veut dire que les dirigeants des Patriots le connaissent. Ouais, non, complètement, ouais. Donc voilà, et je ne suis pas sûr, comme tu disais, avec la deuxième année, alors voilà, ils vont encore courir beaucoup, mais c'est toujours à côté de Devontae Parker, Nelson Agholor, Kendrick Bourne, Jacoby Myers. C'est des numéros 2 de partout, et là, pour le coup, tu n'as pas un Aaron Rodgers ou un Patrick Mahomes pour rassurer, quoi. C'est ça. C'est que c'est beaucoup de numéro 2. On a de l'incertitude sur le coaching offensif. Et la ligne offensive, hein, quand même. Chez Mason, la perte, ils en perdent un deuxième là que j'ai plus en tête, mais il y a un deuxième joueur de la ligne offensive pour moi, qui part. Mais bon, je fais peut-être une erreur, je confonds. Disons que, et en plus de ça, pour ajouter, la défense est un poil vieillissante. Elle perd J.C. Jackson, leur meilleur cornerback des 2 dernières saisons. C'est ça, il y a ça aussi.
Bon, alors après, bien sûr, voilà, on l'a dit, bénéfice du doute, grand coaching, grande franchise. Donc, on va attendre avant de se dire que le train est en train de dérailler. Mm. Mais sur le papier, ils ne se renforcent pas, ils ont l'air de s'affaiblir. Ouais, voilà, ils ont l'air tout simplement de s'affaiblir. Et comme ça fait quand même un petit moment que les Patriots n'ont pas été particulièrement en verve sur la draft, je trouve, ou en tout cas Mm. sur leurs 2 premiers tours, peut-être, disons, allez, sur les choix des 2 premiers tours, parce qu'ils arrivent toujours à trouver des mecs sortis nulle part en fin de draft. Mais bah bon, est-ce que la draft actuellement, est-ce que quand tu es fan des Patriots, tu peux vraiment voir la draft comme un moyen de renforcer l'équipe avec des top players? C'est pas certain. Mm. Oui, il y a beaucoup de joueurs de rotation en fait dans leur draft, Hein. mais il n'y a pas de. Non, ça fait un moment qu'ils n'ont pas fait un home run. Non, Chase Winovich, qui est un de leurs mecs un peu les plus emblématiques, est parti pendant cette intersaison. C'était un 3e tour de 2019. Il y a Isaiah Wynn, qui est un bon choix du premier tour en 2018 sur la ligne, mais ouais, Qui a quelques blessures en plus. Hein. c'est vraiment le dernier. Je suis en train de regarder le dernier All-Pro qu'ils ont drafté, c'était un punter. C'est Jake Bailey en 2019. Mais voilà, en effet, c'est pas évident. Il y a Ted Karras qui est parti sur la ligne aussi. Je sais pas si c'est lui que tu cherchais. Ouais, C'est ça plus de doit la être profondeur. c'est plus de la profondeur, mais bon. Mais oui, et puis il connaît le système, il était là aussi Ouais, c'est depuis ça. un moment. Mais je suis d'accord avec toi, et encore une fois, ouais, il donne cette impression, peut-être à tort, hein, mais de se reposer sur leurs acquis, parce qu'on signe tout le temps des McCourty, des Matthew Slater, etc. Alors c'est des piliers, très bien, etc. Mais bon, très bien, hein, mais c'est pas eux là, c'est pas des mecs qui te changent une franchise maintenant à ce stade de leur carrière. Et puis la perte de Jesse Jackson qui a 25 piges, enfin qui est vraiment dans les meilleurs moments de sa carrière. Bah ouais, c'est encore un truc de dire oui, on est plus intelligent que les autres, vous inquiétez pas, on va gérer, on n'a pas besoin de les payer cher, tout ça. Très bien, hein. Ils en trouvent. Jesse Jackson, on ne l'attendait pas. Oui, non, mais bon. Mais faut oser. Est-ce que Jabril Peppers, ça peut être la bonne surprise, genre homme à tout faire Ça peut être. dans le système Belichick Pourquoi pas. Il avait fait une saison pas trop mal chez les Giants là, après l'échange des Browns. Pourquoi pas. Ça peut être ce genre de joueur qui commence à avoir un peu de bouteille et que Belichick relance. Maintenant, c'est pas non plus Jabril Peppers qui va changer le visage de ta défense. Hein, donc, bon. Ils ont drafté Braxton Berrios, qui a été All-Pro. C'est sur les retours qu'il est All-Pro. Sur les retours, Berrios, ouais. Alors, si je te prends en joueur de champ, le dernier All-Pro drafté par les Patriots. Alors, attends, on remonte. Chandler Jones. Et ouais, 2012, exactement. Ouais. Chandler Jones. Ça commence à remonter. Hein. Ça commence à remonter. Bon, pro bowler, il y en a plus, mais parce que tout le monde est pro bowler. Hein. Je te dis, en plus, vu qu'ils étaient dans une équipe qui gagnait beaucoup de matchs, c'était un peu plus facile. Mac Jones est pro bowler. Voilà. Si tu regardes l'histoire de la draft des Patriots, Mac Jones est leur dernier pro bowler. Bon, ça vaut plus rien. Hein. Non. Ça vaut plus rien. Parce que et encore, on dit que ça vaut plus rien. Mac Jones, pro bowler en 2021. Ils n'ont pas drafté de pro bowler en 2020. Ils en ont drafté un en 2019. C'était Jake Bailey, le punter. Pas de pro bowler drafté en 2018. Pas de pro bowler drafté en 2017. Pas de pro bowler drafté en 2016. Aucun en 2015 non plus. J'ai les yeux qui. Il y a beaucoup de colonnes, hein, mais je vois rien en 2015. 2014 non plus. Et donc, on remonte à Jamie Collins 2013. Ok. Ouais. 2013, c'est là où ils font Collins à Hightower. Non, Hightower, c'est 2012. 2012 avec Jones. Ils font Chandler Jones Hightower en 2012, qui est pas mal. Mais ouais, non, oui, y a non, pas mais de voilà. Donc c'est une équipe qui drafte bien dans le sens où ils arrivent à tout le temps avoir un groupe cohérent et de joueurs corrects. Et j'ai l'impression qu'ils ne draftent pas de. Mais tu le dis bien quand même, il y a une vraie tendance parce que, en fait, si tu regardes, quand Belichick arrive, donc en 2000, grosso modo, il draft. Donc en 2000, il y a Tom Brady. En 2001, il y a Richard Seymour, Matt Light. En 2002, il y a Dion Branch, Daniel Graham, David Givens. En 2003, il y a Asante Samuel, Dan Coppen. Là, je te donne les pro bowlers. Donc, il y en a tous les ans. 2004, Vince Wilfork est là. 2005, Logan Mankins. Matt Cassell, qui est pro bowler aussi en 2005. 2006, Steven Gostkowski, le kicker, mais qui est pro bowler quand même, mine de rien aussi. Brandon Merriweather en 2007, pro bowler aussi. 2008, Jaron Mayo, Matthew Slater sont pro bowler. Et donc, en fait, ils ont drafté tous les ans quand même entre 2000 et 2008. 2009, il n'y en a pas, mais 2010, il y a Devin McCourty, Rob Gronkowski. Donc, ils ont un run de 10 ans où ils draftent au moins un pro bowler par an.
Ouais. Donc, quand même. Voire certains All-Pro même. Voire un All-Pro, voilà. Après, je t'ai pas donné, mais Oui, bien sûr, Gronk, Mayo, Slater, Gostkowski, Will Fork, Samuel, Seymour, Light et Brady sont tous All-Pro. Donc voilà. Mais oui, ils ont construit cette génération dorée là, et là, ils arrivent quand même à un petit point petit point de transition, quoi. Ce qui fait que justement, donc, ils sont dans les perdants pour l'instant de cette free agency. Le dernier perdant, ce n'est pas une équipe, c'est un homme, c'est Baker Mayfield. On voulait en dire un mot, le pauvre, parce qu'il n'a pas bougé depuis toutes les émissions qu'on a fait, en fait, hein, depuis que Deshaun Watson est arrivé. Est-ce que déjà, tu es surpris qu'il n'ait pas bougé, Baker Mayfield? Non, pas surpris, parce que je pense qu'une équipe attend que Cleveland le lâche, finisse par le lâcher, parce que on se doute bien que c'est quand même compliqué pour Cleveland de le garder toute la saison prochaine à rien faire. Et je vois mal lui accepter de monter sur le terrain si Watson est suspendu, en mode bon, ok, j'accepte de faire la roue de secours. Enfin, moi, j'allais te dire, alors ça dépend du niveau de cynisme des Browns. Mais du coup, mais ils peuvent lui demander, mais est-ce que lui va accepter d'y aller? Ouais. Parce que j'allais dire, pour moi, il y a deux choses. Un, soit il est otage de la situation légale de Watson, et donc ils attendent de savoir s'il va être suspendu par la NFL, peut-être même toute la saison, et ils se disent, bon, bah, dans ce cas-là, on fait la dernière année de contrat de Mayfield, il connaît le système, il de la maison, machin. Mais je pense qu'avant toute chose, avant ça, clairement, je pense que le problème de Mayfield, c'est qu'il est assez bon pour être titulaire, mais pas assez bon pour qu'on ait envie de lâcher quelque chose pour lui dans un échange. Bah, c'est ça. Et surtout dans ce contexte-là où tu sais que potentiellement, si Watson n'est pas suspendu, ils vont finir par le lâcher parce que la situation ne sera pas tenable. Donc moi, je pense que c'est vraiment ça en fait qui fait que ça bloque, c'est que personne n'a envie de lâcher un truc pour lui alors qu'il va être libre, parce que il va faire le truc, mais c'est pas le mec pour lequel tu vas lâcher un premier tour ou un machin. Donc non, voilà, t'attends quoi. T'attends. Et alors, une fois qu'on aura fini d'attendre, il atterrit où d'après toi? Une fois qu'on a fini d'attendre, c'est une bonne question. Parce qu'il n'y a pas tant de destinations que ça, en fait. Non, il n'y en a pas des masses. Maintenant, s'il est vraiment à paramètre 0 et que tu peux le signer pour un peu ce que tu veux, bon, pourquoi pas Pittsburgh ne tenterait pas le coup? Pour moi, c'est la meilleure destination. Je me dis Pittsburgh. Alors moi, j'espère fort Pittsburgh. Tu sais pourquoi? Parce que, je suis pas sûr qu'il soit plus mauvais que le Ben Roethlisberger qu'on a l'an dernier. Ouais. Voilà. Donc que Mike Tomlin arrive quand même toujours à coacher ses équipes pour avoir des trucs corrects. Donc je serais pas étonné, tu vois, qu'ils arrivent à accrocher presque les playoffs ou ils seront dans le coup. Tu vois, bien sûr. Là. Non, mais tu vois, à coup 0, pourquoi Pittsburgh tenterait pas le coup? Parce qu'en plus, ils sont pas si hauts que ça à la draft pour aller peut-être chercher. Bon, je connais pas trop bien le marché, mais bon, après. Seattle, pourquoi pas aussi, parce que Drew Lock, personne ne peut croire que Drew Lock est une solution. C'est ça. Mais pour moi, c'est les deux seuls. Et Seattle, c'est vraiment dans une optique de reconstruction. Il fait qu'une année pour essayer de faire ses preuves. C'est pas une situation dingue. Non. Alors que s'il a le choix, franchement, tu vas. Et puis, à Pittsburgh, tu peux marcher sur les Browns 2 fois par an. Potentiellement, oui. Ça peut être ça pour eux. Apparemment, de ce que je retiens, côté universitaire, tout ça, Mayfield, il aimait bien un peu. Il avait un peu de tempérament et tout. Mon avis, si le mec il peut aller un peu enquiquiner Cleveland en mode vous avez pris l'autre, je ne vais pas dire de mots méchants, l'autre personne moins recommandable que moi et vous m'avez jeté comme un malpropre et je peux venir gagner chez vous, il sera motivé. Hein. Ouais, non, bien sûr. Et puis bon, malheureusement, on est obligé d'en parler et surtout, on ne veut pas te donner l'impression d'être cynique, mais une place, les Steelers ont perdu un quarterback de manière tragique qui était dans leur effectif. Ah oui, c'est vrai, j'ai même pas pensé, en effet. Donc le pauvre Dwayne Haskins qui a été victime d'un accident tragique et voilà. Donc en plus Pittsburgh et voilà, je veux pas donner l'impression d'être cynique, mais en plus non, mais malheureusement voilà, il y a à l'heure actuelle à Pittsburgh il y a un quarterback de moins dans l'effectif et si Baker Mayfield venait à être libre et que Pittsburgh n'avait pas eu l'occasion de monter à la draft pour aller chercher un jeune quarterback qui les intéresse,
pourquoi pas tenter l'expérience. Enfin, Oui, c'est vrai, j'avais même pas pris en compte ce paramètre-là, mais c'est vrai qu'il y a ça qui s'est ajouté en plus à la situation très récemment. On rappelle pour ceux peut-être qui n'ont pas été sur le site ou les réseaux sociaux récemment, malheureusement, Dwayne Haskins est décédé. Il a été heurté par une voiture ou un camion, d'ailleurs, je ne sais plus. Après être tombé en panne, en fait, sur l'autoroute, il a essayé de traverser et malheureusement, il a été renversé. Il est mort sur les lieux. Donc oui, malheureusement, ça a été aussi une des infos tragiques qui est indirectement liée, comme tu le disais, à cette situation-là. Donc ce sera aussi à surveiller. Voilà pour nos premiers perdants, petit jingle, et puis on vous en donne quelques autres. Hi, it's Trent Brown from the Oakland Raiders, and you're listening to the Touchdown Podcast. Oui, j'ai ressorti Trent Brown parce qu'on parlait de lui. Mais comme il dit Oakland Raiders, je me suis dit, on a des jingles, tu sais, avec des mecs qui disent plein de noms d'équipes, mais ils changent tous. Je vais faire des remontages où je prends la voix de l'un avec sa nouvelle équipe, tu sais, genre. Oui, c'est fait. Parce que je me rappelle, j'ai Danny Woodhead qui dit New England Patriots, donc je vais le coller à Trent Brown, et puis ça va refaire le bon. Deuxième partie de nos perdants de la Free Agency, et on file en NFC parce qu'il y a de la matière en termes de loser en NFC cette année, et on file du côté de Dallas qui a laissé passer une grosse occasion l'an dernier, et l'intersaison n'a pas été forcément bonne. Amari Cooper est envoyé chez les Browns, La'el Collins coupé pour faire de la place, Randy Gregory parti à Denver. Ils ont conservé quelques bons joueurs. Raphaël, est-ce que c'est suffisant ? Je me fais l'avocat du diable. Est-ce que finalement, on n'est pas un peu dur, et est-ce que ça pourrait pas être de l'addition par soustraction, comme on dit ? C'est-à-dire que Cooper, il s'est écroulé en fin de saison. Gregory, de toute façon, il était toujours à deux doigts d'une suspension. Bon, est-ce que vraiment ils y perdent ? La'el Collins, quand même, pour moi, ils y perdent. Hein, parce que Dallas avait, on l'a noté ces dernières saisons, avait quand même une ligne offensive vieillissante. Tyron Smith, Zach Martin, tout ça sont encore des bons joueurs, voire des très bons même pour Zach Martin, mais c'est plus forcément la grande ligne de Dallas d'il y a 3-4 ans et un peu plus. La'el Collins, c'était justement ce jeune joueur dans les 10 meilleurs, probablement à son poste de tackle droit. Là, tu le perds dans la force de l'âge. Il avait réglé ses problèmes de blessure. Bon, c'est compliqué à remplacer quand même malgré tout, surtout sur une équipe qui est quand même souvent dépendante de sa ligne, on l'a vu ces dernières années. Moi, je trouve ça dommageable. Après, oui, ils ont fait venir des joueurs, mais enfin, pour moi, c'est quand même des crans en dessous. Enfin, Dante Fowler, il a eu une belle saison, puis une autre belle quand il était à côté d'Aaron Donald, et derrière, c'était quand même disparition. Donc là, sans faire injure à Demarcus Lawrence, mais c'est quand même pas. Non, il est rentré dans le rang. Ouais, c'est pas. Voilà. C'est pas Aaron Donald. Donc forcément, moi, je suis pas hyper convaincu par tout ça. Je trouve que le niveau général de l'effectif baisse. C'est vrai que Collins, c'est un peu, je vais pas dire c'est dramatique parce qu'il faut relativiser avec tout ce qu'on vit en ce moment, mais c'est vraiment dommage pour eux parce qu'il a 28 ans. Donc, dans le grand ordre des choses, c'est peut-être lui qu'il aurait fallu essayer de garder. Ça, c'est un problème. Après, je vais te dire, je m'en fais pas trop pour l'attaque parce que, mine de rien, il reste quand même Gallup, il reste Lamb, il reste Dalton Schultz. Dak Prescott est quand même compétent. Voilà, je pense qu'il y a de quoi faire en attaque. Après, c'est vrai qu'en défense, c'était pas déjà leur point fort. Alors, il y avait du mieux avec Micah Parsons. Il faut vraiment espérer que Parsons soit ce leader qui va fédérer autour et que tu peux commencer à avoir des pièces interchangeables, comme ça peut être un peu chez les Rams, où les linebackers derrière Donald font un peu des allers-retours selon les années. C'est pas les mêmes, mais voilà, Donald fait que ça tient, quoi. Après, les Rams, c'est Donald et Jalen Ramsey. Il y a aussi ça. Donc voilà, du côté de Dallas, il y a des Diggs, etc., mais c'est pas non plus une solidité à toute épreuve. Non. Donc, je suis plus inquiet pour la défense presque. Ouais, je suis plus inquiet pour la défense aussi. Après, voilà, peut-être que eux, comme d'autres, je les mets perdants pour le moment, mais c'est vrai que Dallas, cette dernière saison, a fait des belles drafts, a souvent réussi à trouver un ou deux joueurs vraiment de très haut niveau dans ces drafts. Pourquoi pas, du coup, à nouveau miser là-dessus et pour avoir de l'impact tout de suite. Je veux dire, Lamb a eu de l'impact tout de suite. Micah Parsons, on n'en parle même pas. Donc bon, pourquoi pas. Mais il va falloir bien drafter là-dessus. Et je dirais que peut-être leur autre chance,
c'est qu'ils restent dans une division qui semble être un peu une sorte de roulette russe géante sur le niveau général. Mm. Et une conférence où au final, ils ont. J'ai pas l'impression que leur retard vis-à-vis des autres leaders de la conférence se soit particulièrement creusé, si ce n'est les deux ultra favoris, Rams et Buccaneers, mais qui même eux ont quelques trous. Donc, Ouais, après, c'est ça. Moi, je pense qu'il reste quand même un cran en dessous. C'est un peu la problématique de Green Bay dont on parlait tout à l'heure, quoi. C'est que les Cowboys n'ont pas progressé et ils ont peu de marge de progression. Il va falloir vraiment très bien drafter parce qu'il reste un cran en dessous des Rams et des Buccaneers. S'ils les affrontent, ils seront toujours là outsiders. Ils ont toujours un poil plus de trous, un poil moins de joueurs dominants, un poil moins de certitude. Donc voilà, après, on a vu des retournements de situation et des équipes qui finissent par s'unir et progresser. Mais comme tu le dis, il faudra bien drafter parce que sur la free agency, ils ont quand même perdu un peu de matière. Mais tu l'as dit, ils draftent bien. Hein, Micah Parsons l'an dernier, CeeDee Lamb, Trevon Diggs l'année d'avant. C'est un peu plus creux en 2019, mais Leighton Van Der Esch en 2018, mine de rien, il les aide bien, même s'il n'a pas fait une grande carrière, mais il les aide bien. Les années d'avant, bon, il y avait eu beaucoup de cornerbacks qui n'ont pas forcément marché. Zeke Elliott en 2016, Jalen Smith avait apporté un petit peu. Il y a des pro bowlers là-dedans. Dak Prescott, mine de rien, c'est une belle trouvaille aussi. Les années d'avant, Andy Gregory. Enfin, il y a de la matière. Hein. Zach Martin, Demarcus Lawrence, tout ça, ils draftent eux-mêmes. Donc voilà, ça fait partie des espoirs. On passe à la suite avec la NFC West. On aurait pu commencer par eux, mais c'était trop évident. Russell Wilson et Bobby Wagner sont partis. Pour l'instant, leur seul quarterback s'appelle Drew Lock. Leur défense rassure toujours aussi peu. Les Seahawks sont évidemment des grands perdants de l'intersaison. Là, même avec la draft, je peux dire intersaison, ça va. Est-ce qu'ils sont en course pour le premier choix de la draft ? bonne question. Je crois pas quand même, mais ils seront pas loin. Je sais pas, j'ai du mal encore à les imaginer totalement écroulés, mais Ils avaient la 20e attaque de la ligue l'an dernier avec Russell Wilson, alors qu'il était un peu blessé. Mais je sais pas, leurs coureurs sont tout le temps blessés. Je sais pas comment Lockett et Metcalf vont digérer le départ de Russell Wilson. La défense, c'est toujours pas la folie. C'est quand même une reconstruction violente quand même. Hein. Oui, c'est une reconstruction un peu violente. Puis en plus, la direction, je trouve, n'est pas hyper claire parce que d'un autre côté, tu fais ça et dans le même temps, tu re-signes Will Disley qui n'a jamais vraiment rien donné au poste de tight end, Rashad Penny qui a fait là 6 derniers bons matchs après avoir rien fait pendant 3 ans. Bon, je suis un peu sceptique. La bonne nouvelle, c'est peut-être l'arrivée dans le trade malgré tout de Shelby Harris, qui est un bon défenseur, qui va apporter de la stabilité sur le centre de la ligne défensive. Mais oui, sur le papier, de toute façon, les gars se sont écroulés totalement. Et puis, division hyper difficile, parce que Rams, Cardinals, 49ers, ils seront outsiders sur 6 matchs déjà. Derrière, tu rivalises avec quoi en fait Bears, Lions Texans, si. Ah oui, non, tu parles de conférence après, mais parce que. Non, je parlais en gros, tu regardais les équipes. Les Texans, suivant ce que David Mills se donne en deuxième année, ça reste quand même une équipe un peu faible en termes d'effectifs. Tu vois. Les Falcons, ça va être la misère aussi. Ouais, les Falcons, ça peut être difficile. Mais tu vois, les Jets. Ça fait partie du. Il n'y en a pas beaucoup d'autres. Hein. Ça fait partie du bas de tableau. Et surtout que c'est la blague de leurs fans sur les réseaux sociaux, mais vu les dernières drafts en plus de Seattle. Bon. Ils ont récupéré des choix cette fois. Mais bon, vu comment ils ont utilisé des choix ces dernières années, ils n'ont pas forcément de quoi être rassurés à 100 000%, quoi. Ah oui, non, parce que faire des choix un peu baroques, on va dire. Quand tu as une équipe qui joue le titre et tout ça, bon, on te le pardonne un peu, on dira, t'as vu, ils ont déconné, mais bon, on a l'effectif, on va jouer le Super Bowl, on a la Legion of Boom, on a tout ce que tu veux. Ouais, là, si tu fais les mêmes choix un peu baroques alors que tu n'as déjà rien, ça va pas être facile. Hein. Non, c'est sûr. Toujours dans la NFC West, parce que ça va pas être si fort que ça quand même, à mon avis, l'année prochaine. On en reparlera d'ici le début de l'année. Les Cardinals, qui ressemblent pas non plus à des grands vainqueurs. Hein. Après un mois de free agency, Chandler Jones, Christian Kirk, Chase Edmonds, Jordan Hicks sont partis. Kyler Murray officiellement ne boude plus. En tout cas, il a remis des photos sur Instagram, ce qui doit être un signe au 21e siècle qu'il va bien. Mais ils ont régressé quand même. Ils ont probablement régressé, effectivement. Il y a des départs de pas mal de joueurs qui apportaient aussi de la rotation, tout ça. Enfin, sur la rotation, je pense à Christian Kirk et Chase Edmonds.
Mais ils perdent en défense notamment Chandler Jones et X qui avaient fait des belles choses. Ouais, je suis d'accord qu'ils perdent en qualité. En fait, ce qui me fait dire qu'ils sont même perdants au-delà du niveau global de l'effectif, c'est que j'ai l'impression comment dire, qu'ils font un peu une free agency d'une équipe très solide à genre 13-14 victoires, qui essayait de garder autant que possible un groupe fort. Oui. Alors que là, finalement, ils sont pas en play-off l'an dernier. Donc, pour moi, ils devaient essayer de passer un saut qualitatif dans le groupe. Et ils se retrouvent plus dans une position style Rams où tu essayes tant bien que mal, avec le peu d'argent que tu as, de continuer à être solide. Ouais. Or, c'est pas je pense pas qu'ils soient à ce niveau-là. Donc, j'ai l'impression qu'ils font du surplace, en fait. Et à ce niveau-là, pour moi, c'est presque des perdants parce qu'ils font du surplace alors qu'ils sont une équipe qui a un jeune quarterback qui a potentiel et et que la division est ouverte et que tout est. Donc, ouais, moi, c'est ça qui me fait dire qu'ils sont un peu perdants. Ouais. Et puis attends, je sais qu'ils vont en négocier, mais Kyler Murray, il est sur son contrat rookie, donc il passe où leur pognon? Bonne question. Mais, excuse-moi, tu dis ouais, ils ont du mal à retenir leur gars et tout. Kyler Murray, il compte 11 millions dans le salary cap en 2022. Alors, j'ai vu que Cliff Kingsbury avait une superbe maison. Peut-être que ça passe un peu là-dedans. Je sais pas. Il y a une double comptabilité quelque part, en fait. Tu sais, c'est genre... non, mais ça, c'est pour John Smith, notre nouveau troisième safety. Genre... Mais ouais, non, en fait, je suis en train de regarder les contrats garantis un petit peu et le salaire moyen, t'as DeAndre Hopkins qui a 27 millions d'euros, Buda Baker à 14, DJ Humphries à 14, JJ Watt à 14. Humphries à 14, c'est cher. Ouais, Zach Ertz à 10, Rodney Hudson à 10. Mais oui, j'ai un peu de mal à comprendre parce que, comme tu dis, ouais, ils agissent comme une sorte d'équipe qui joue les prétendants au titre, mais qui en fait, non. Et par contre, ils donnent 13,5 millions à James Conner, quand même, garanti. Déjà, rien que pour ça, moi, je voulais les mettre dans les perdants de la free agency, il ne faut pas déconner. Donc, tu donnes 13 millions garantis à un coureur, 13 millions et demi garantis à un coureur, tu es dans les perdants de la free agency, c'est la loi ici. Non, mais j'entends, je peux totalement comprendre. Moi, j'aime bien James Conner, mais je comprends qu'à 13 millions garantis, ça puisse gêner. Ça me gêne d'autant plus qu'ils n'ont toujours pas vraiment une grande ligne. Non, mais j'entends. C'est pas. Donc, ouais, moi, je suis un peu déçu parce que, mine de rien, DeAndre Hopkins, il va passer la trentaine pendant la saison. Ils vieillissent et ils n'ont pas progressé, comme tu dis, c'est ce qu'on attendait. Et c'était assez. Ouais, effectivement, j'ai l'impression que eux, leur truc, c'est de se dire que le progrès doit passer par le coaching en interne, en fait, plus que par l'effectif. Et du coup, ça paraît aussi peut-être un peu en décalage par rapport aux 2 dernières intersaisons des Cardinals, ce qui était assez costaud, où tu fais venir Hopkins en échange, tu fais venir Rodney Hudson. Enfin, ils avaient vraiment essayé de mettre les moyens pour faire passer un palier à l'équipe. Et là, c'est une sorte de surplace. Donc, j'ai l'impression que c'est plus, ils se sont dit, OK, le problème, c'est le coaching interne. On a un effectif et il faut essayer d'améliorer ça. Bon, je suis d'accord. C'est plutôt perdant à mon sens. Ouais. Des perdants qui sont habitués à la perdance, c'est Washington. Sont-ils des perdants de la free agency? Alors là, on arrive sur ceux où on a eu des débats. On ne savait pas si on les mettait dans l'émission ou pas. Raphaël, toi, tu n'en attendais rien. Donc, visiblement, tu n'étais pas déçu, quoi. Ouais, j'avoue que c'est à peu près ça l'idée. Bon, il passe de Tyler Heinicke à Carson Wentz au poste de quarterback. Bon, pour moi, c'est ni un succès ni une perte. Mais non, mais c'est ça. En fait, moi, je trouve qu'ils sont perdants parce que t'es rien que la déprime de devoir te demander si tu as fait un upgrade ou même pas. Tu vois, genre, en fait, est-ce qu'on a bien fait de faire venir Carson Wentz parce que je suis même pas sûr que Tyler Heinicke soit pas meilleur. Tu vois, rien que cette réflexion-là, ça doit tellement torturer les supporters de cette équipe. Ouais, non, mais je comprends. Non, mais c'est vrai que rien que pour ça, puis mine de rien, ils perdent Brandon Scherff. Donc, je peux entendre qu'ils soient perdants. Maintenant, je sais pas. Ils perdent aussi Landon Collins, Matthew Anidis, qui étaient des joueurs qui étaient utiles. En fait, moi, je crois que c'est parce que c'est peut-être avec 1 an de retard, je sais pas. En fait, le truc, c'est qu'ils étaient quand même en play-off. Sur les playoffs de 2021, si je ne dis pas de bêtises. C'était qualifié à l'arrache, mais voilà, on pouvait dire Ron Rivera avait enclenché un truc, ils vont essayer de construire et de faire un truc propre, etc. Et donc là, on voit que en fait, c'est Washington, ils font des pas de côté avec les quarterbacks comme ils peuvent, et puis voilà, quoi. En fait, ouais, non, mais effectivement. Puis peut-être là, leur vraie erreur, c'est s'être précipité sur Carson Wentz. Ils ont dégainé très vite. Et au final, on voit que le temps aurait pu leur permettre d'essayer Matt Ryan ou Baker Mayfield.
Moi, à la limite, alors je ne connais pas les conditions et le vrai dessous du dossier, mais je reste étonné que tu préfères tenter Carson Wentz que Jimmy Garoppolo. J'avoue que ça, aussi, c'est un ouais. truc qui m'intrigue un peu. Mais- Donc oui, non, je comprends ce côté quarterback purgatory, mais en même temps, ils étaient déjà tellement dedans, je sais pas. Non, mais je peux entendre. Alors, on finit avec justement un autre mini quarterback purgatory, le purgatoire des quarterbacks, le redouté, avec dans les perdants, j'avais mis toute la NFC Sud, sauf les Packers, les Buccaneers, pardon, parce que on l'a dit, pour qu'une équipe soit perdante, en général, il faut qu'on en attende quelque chose. On n'attendait pas grand-chose des Saints, Falcons et Panthers. Donc c'est vrai qu'on s'est dit, est-ce qu'on les met, est-ce qu'on les met pas. On était patient à discuter avant l'émission. Mais en fait, c'est plus pour la division, parce que mine de rien, assez récemment, la division NFC Sud était une des meilleures de la ligue, non? Ouais, il y a 2 ans. Ouais, voilà, c'est Ouais. quand même assez récent. Maintenant, j'ai quand même l'impression qu'on a 3 équipes sans quarterback et des Buccaneers tout puissants, quoi. Ouais, ça ressemble quand même vachement à ça. C'est marrant, Tom Brady, il crée le chaos dans ses divisions, C'est quoi. vrai. Genre, il arrive et tout d'un coup, la division, ça devient le chaos total. Plus personne n'est capable de faire quoi que ce soit. Le mec, il Et, arrive, il y a Drew Brees, Matt Ryan et c'était quoi à l'époque? C'était encore Cam- Cam Newton? Ouais, il y a 2 Non, ans. peut-être pas. Non, bah non, puisque Cam Newton vient plus ou moins remplacer Oui, Tom ça a Brady. tourné. Mais tu vois l'idée. Il y avait un nouveau oui. coach en plus à Oui, l'époque. je vois le truc. Mais comme tu dis, il repart, il n'y a plus personne. Il arrive, il n'y a plus personne, quoi. C'est incroyable. Le mec, il a un effet incroyable. Mais ouais, j'entends. Effectivement, ces 3 équipes-là paraissent plus faibles. Alors moi, j'étais un petit peu moins d'accord sur les Panthers parce qu'au final, je trouve qu'ils ne se sont pas affaiblis. Ils restent dans la même situation. Oui, c'est les mêmes. Ouais. Voilà. C'est vrai. Par contre, effectivement, Atlanta perd en qualité et semble pas se renforcer. Les Saints, bon, les Saints, En je sais fait, pas. En fait, mais parce que les 3 équipes en fait étaient dans la course, est-ce qu'ils ne sont pas aussi perdants parce que ils auraient pu ou ils espéraient avoir Deshaun Watson? Tu vois, ils se sont lancés dans cette course-là parce que mine de rien, Matt Ryan se casse, c'est quasiment une conséquence de ça. Oui. Mine de Non, mais rien. complètement. Ouais. Les Panthers ont très bien fait comprendre à Sam Darnold, visiblement, une nouvelle fois qu'il était là, mais c'est vraiment parce qu'il faut faire le nombre. Et puis, je crois que Jameis Winston aussi a dit qu'il était un peu chonchon parce qu'ils avaient voulu mettre Deshaun Watson avant lui. Ce qui, pour le coup, est un peu gonflé. Bon, de toute façon, les Saints, ils perdent parce qu'ils perdent Sean Payton. De toute manière, voilà, à partir de là, Oui, après la perte de Sean Payton, leur coach emblématique, et il va falloir tout réinstaller. Donc, rien que ça, déjà. mais c'est ça, c'est un peu Chandlervin quand même. Ouais, non, mais totalement. Donc, oui, on peut mettre la NFC Sud globalement en perdant. On va terminer avec un mot là-dessus, ce sera ma dernière question. Qu'est-ce qu'ils font d'après toi? Parce que ça a été un des moments marquants quand même des derniers jours depuis qu'on s'est vu. Qu'est-ce qu'ils font de ce choix au premier tour supplémentaire? Les Saints, ils ont monté un échange avec les Eagles. Oui, qu'ils ont cher payé quand même. Ben, c'est ça. Et finalement, donc, ils se retrouvent avec 2 choix du premier tour. Je sais pas ce qu'ils en font. Je sais pas quelle est leur idée. C'est vraiment un échange très étrange, je trouve. Ouais, parce que ouais, c'est ouais. pas assez haut pour visiblement te placer pour un quarterback. Bah, sauf si tu échanges à nouveau ces 2 trucs-là contre un plus haut. C'est ça. Bon, Mais, je sais pas, j'avoue, je suis pas parce que donc les Saints, maintenant, ont les choix 16 et 19. Hmm. Donc, c'est vraiment des choix en plus de milieu de tableau. Sauf si vraiment les quarterbacks tombent un peu parce qu'ils sont pas si cotés que ça. Et du coup, tu peux passer de 16 à 12, j'en sais rien, pour aller récupérer. Tu te gardes l'option qu'il y en ait un qui te tombe, Ouais, je dirais que c'est un peu dessus. ça. Je dirais que c'est peut-être ça l'idée. Et puis au pire, tu retraites en arrière si besoin, quoi. Ouais. Mais ça pourrait ne pas être le dernier mouvement côté Saints, à mon avis, de l'intersaison, vu que ça repart à 0. On a toujours un Michael Thomas qui boudait l'an dernier, qui n'a même pas joué. Enfin, tu vois, je sais pas. Je me dis que côté New Orleans, c'est peut-être pas. On est loin du visage définitif, à mon avis, de l'équipe. Mais disons qu'ils pourraient, déjà qu'ils ont pris cher sur le départ de Peyton, la free agency, Marcus Williams. Voilà, Marcus Williams, où ça a été très dur et tout ça. Si en plus ils font n'importe quoi. Teron Armstead, pardon, mais Teron Armstead, quand même. Enfin, oui, ils sont quand même dans les grands perdants de cette intersaison des Saints. Ils se retrouvent dans une phase de reconstruction assez terrible. Et si en plus ils font n'importe quoi avec ces choix, parce que tu disais qu'ils ont cher payé, ça pourrait être une intersaison qui aura fait très très mal à cette équipe de New Orleans. Espérons pour eux qu'ils ne retombent pas dans les. Avant Sean Payton et Drew Brees, on me rappelle que les Saints pendant 30 ans, c'était des losers total. Ouais. Espérons pour eux qu'ils ne retombent pas là-dedans, parce que là, pour le moment, le bateau, il tangue quand même beaucoup. Ouais, ça fait bizarre de voir les Saints en mauvaise posture. C'est un peu comme les Patriots post-Brady et tout ça, j'ai un peu du mal à m'y faire.
Tu vois, de voir ces équipes-là qu'on a vues depuis le début du site, du Ouais, bien podcast, sûr, ouais, tout ouais. le temps, on en a toujours parlé parmi les favoris. C'est un peu ce que tu disais avec Seattle. Ça va vraiment faire bizarre l'an prochain si on a des Seahawks qui sont vraiment dans les bas-fonds du classement en permanence et qui prennent des volets tous les dimanches, hein. Ça va être, ça va vraiment être étrange. Bon. Ce sera étrange, c'est toujours étrange, une saison NFL, de toute façon, il se passera des trucs. Entre-temps, évidemment, la draft, nous, on termine comme ça l'épisode 496 du podcast Touchdown Actu. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Il y en a des nouveaux qui sont rajoutés parce qu'il y a les nouveaux sous-verts draft qui sont arrivés. Camchon, Tom 5, alors attendez, ça c'est dur. Tom 5A, 5E, P-Bar, Eric Le Géant, Julien Brossillon, Coucoulem, Tom, Enzo et Seb77. N'hésitez pas encore une fois à aller faire un tour sur notre Tipeee. Il y a les nouveaux sous-verts. Je le disais, la draft. Il va y avoir du live Twitch dans tous les sens. Tenez-vous bien sur le site pour avoir les horaires. On va mettre des articles, évidemment, avec tout le programme et tout ça. On va essayer de mettre à jour le programme sur la page Twitch aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Twitch, c'est /TDActu. Les replays de la chaîne Twitch, on les met sur YouTube, évidemment. Et puis, quand ça se prête à l'audio, quand c'est des lives trop longs, on ne les met pas forcément. Mais quand ça se prête à l'audio, on mettra les replays aussi en audio. Donc, vous allez avoir des live Twitch sur les top 20 à tous les postes, je crois. Il y a Greg qui va nous faire une série de 6 jours de suite de live. Ça va être épique. Le mock draft en live, on est en train Il de quitte l'antenne de temps en temps ou c'est 6 jours non-stop? alors là, laisse tomber. Là, ça va être le quota d'heure de Twitch. Il va être fait. Jeff Bezos, il est attentif. Ça va être incroyable. Donc, il va faire toute la semaine avant. Les 3 premiers tours seront en direct. Donc, il y aura Greg, il y aura Victor, il y aura Jean-Mi, il y aura Alex. Enfin, voilà, ça va tourner, ça va être incroyable, Seb, aux réseaux sociaux. Enfin, on est en train d'organiser tout ça. Vous avez toujours les pastilles en attendant. Je vous l'ai dit, il y aura une mock draft. Et je vais étudier ça, mais il y aura peut-être une petite viewing party du film Draft Day sur Twitch pour les abonnés, parce qu'il faut être abonné. Là, malheureusement, il n'y a pas le choix. Donc, ce sera peut-être en petit comité, mais je ferai la première partie, en fait, du premier tour de la draft, parce que maintenant, ils gèrent sans moi les premiers tours, les gars. Ils n'ont plus besoin. Vous savez, ils sont tellement nombreux et tellement compétents que moi, j'ai même plus besoin. Je fais juste le mauvais humoriste de première partie en regardant Draft Day avec vous. Donc, ça va être incroyable. C'est une autre expérience de la draft. Voilà. S'il est toujours sur Amazon Prime, parce que c'est la condition en fait pour qu'on puisse faire des viewing parties. S'il est toujours sur Amazon Prime, on se fait une viewing party draft day le soir de la draft. Voilà, pour vous échauffer un petit peu, on va se faire ça ensemble, ça va être marrant. Il a l'air d'y être encore. Hein. Il y a encore. Ça a l'air. Ouais. On croise les doigts. Je ne l'ai vu qu'une fois dans ma vie, donc c'était en plus il y a longtemps, donc ce sera une redécouverte ensemble. J'ai sûrement oublié des petites subtilités, des petites lignes de dialogue affûtées, voilà, des choses comme ça. Donc on devrait bien se marrer. Pour nous suivre, je vous rappelle les liens Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TouchdownActu en entier. Le site c'est tdactu.com bien évidemment. Raphaël_TDA. Attends, je me permets, tu sais que le film a 4,7 sur 5 sur Prime Video avec plus de 9000 critiques. Ah mais non. Mais non. Pourquoi Mais qui sont ces gens? C'est une blague? Je soupçonne le troll de gens qui veulent embêter des pauvres spectateurs qui cherchent un film et qui disent enfin un grand film de sport et sur le foot américain. Et... le troll. Après, on ne sait pas, peut-être je vais le revoir et je vais trouver ça éblouissant. Mais de mémoire, c'est pas la dernière fois que j'avais pleuré au ciné. C'est pas... Je garde des anecdotes de toute façon pour le soir même, mais en plus je dis au ciné, mais je l'ai vu dans un avion ce film. Donc voilà. J'ai donc donné tous les liens. Raphaël_TDA qui me distrait au moment où je donne son Twitter. Non, mais c'est pour pas que les gens retiennent l'adresse, parce que j'ai vu qu'il y a des analyses de maillots de la Juventus aujourd'hui, des choses comme ça. Il n'y a pas besoin en fait d'entendre Raphaël. Je vous décris juste un peu son regard fuyant vers le ciel, quelque chose d'un peu désespéré. Mais en plus, c'est mon analyse la plus pertinente de la journée, parce que sinon j'ai parlé des élections, donc je suis pas sûr que c'était très pertinent. Ne vous offusquez pas, mais je garantis juste l'analyse sur le maillot de la Juve. Ça, c'est la seule que je garantis. Bon, c'est une analyse en gif. En tout cas, je vous invite à aller la découvrir. Toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Je vous l'ai dit, restez bien branchés pour tous les podcasts, toute la draft. C'est non-stop. On salue toute l'équipe draft et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à toi. À très bientôt à tous sur les antennes de Touchdown Actu. Analyse
fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes dans TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Trocas Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.